Alors pourquoi définir des indicateurs de pilotage qu'on appelle aussi des KPI? C'est très à la mode. Chez Scopelec, on parlait beaucoup de KPI. Bon, moi, je suis franco-français, c'est vrai que je préfère parler d'indicateurs, c'est plus parlant, mais peu importe, c'est la même chose. En fait, ces indicateurs, ils vont nous permettre d'améliorer la performance dans le temps, de progresser vers les objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre de notre fameux projet stratégique. En fait, l'indicateur va permettre de donner des tendances objectives par rapport aux objectifs qu'on vient de décrire. Deuxièmement, il va permettre d'orienter, d'anticiper les actions à mener de façon fine et opérationnelle. Troisièmement, on va leur demander de nous aider à mesurer la performance de ces plans d'action. Est-ce qu'on est dans les clous, on est en dehors des clous, ou est-ce qu'on est mieux que ce qu'on avait prévu? Et puis quatrièmement, ils vont nous permettre, et quelque chose de très important, c'est de corriger le tir et d'ajuster les actions en cas de dérive. Ces indicateurs, en fait, constituent des mesures objectives dans un cadre de référence, dans notre cadre de référence, pour apprécier la tenue de la trajectoire. On est sur la route ou on est sorti de la route. Si on est sorti de la route, il faut que très rapidement, on revienne dans l'axe. Alors ça, je n'insisterai jamais assez, trop d'indicateurs nuit à l'efficacité. On ne va pas faire une formation vraiment technique sur la mise au point des indicateurs, mais retenez qu'il en faut le moins possible. Il n'y a rien de pire qu'un indicateur qui ne sert à rien, dont le reporting ne concerne personne, n'intéresse personne, parce qu'il va demander de la charge pour l'alimenter, cet indicateur. Il va donc démotiver les gens qui se plient en quatre pour pouvoir acheminer la donnée nécessaire à sa tenue, pour que le reste, en fait, de l'entreprise, voire de l'extérieur, n'en tienne pas compte. Donc, il faut filtrer le nombre d'indicateurs, c'est très important. Pour être efficace, il va devoir, l'indicateur, être associé à un objectif précis, et pas à plusieurs. Il doit permettre une prise de décision. On ne fait pas des indicateurs pour le plaisir de remplir, en fait, des tableaux Excel ou des graphiques. Voilà, je fais le choix d'un indicateur parce que son évolution et la mesure de son évolution va me permettre, en fonction de son niveau, de prendre telle ou telle décision, d'avoir telle ou telle attitude ou manœuvre de gestion. Il doit être simple à obtenir. Évitons les usines à gaz où la construction de certains indicateurs vont impliquer peut-être plus de 10 personnes et peut-être 150 heures hommes par mois pour pouvoir obtenir un maigre résultat. Donc ça c'est à proscrire. Il faut que l'indicateur soit le plus simple possible. Il doit délivrer une information actualisée. Ça, c'est vachement important. Quand on définit un indicateur, on ne le définit jamais en valeur absolue. Ça ne veut rien dire. Mais on le définit par l'analyse qu'on souhaite en faire selon une certaine fréquence. Et selon les indicateurs, la fréquence sera mensuelle, mais peut-être aussi hebdomadaire, mais peut-être aussi trimestrielle seulement. Je prends un exemple, la mesure du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement est composé d'un certain nombre de facteurs clés, et notamment le DSO, c'est-à-dire le délai de règlement client. Lui, si on s'amuse à ne le suivre que tous les trimestres, on risque d'avoir des déconvenus. Donc il est recommandé, par exemple, de le suivre à la semaine. Voilà un exemple d'une fréquence qui est parfaitement définie pour l'indicateur concerné. Encore une fois, cet indicateur doit être défini précisément, négocié et accepté, vous l'avez compris, par les utilisateurs, sans quoi ça marchera. Il doit être attrayant et lisible. Préférons un indicateur visuel, graphique, plutôt qu'un indicateur sous forme de tableau interminable de chiffres que personne de toute façon ne lira. Et il doit être prédictif, ça on le verra à la fin de cette présentation, avec une nouvelle approche que sont les tableaux de bord prospectifs qui sont assez intéressants. Alors, 3 niveaux d'indicateurs, pour faire simple. Des indicateurs de niveau stratégique qui vont renvoyer aux grands axes de notre projet et objectifs stratégiques, qui concernent donc les grands axes stratégiques de l'entreprise, mais qui ne sont pas opérationnels. Des indicateurs, au contraire, opérationnels, qui amènent donc une vision précise au niveau des différents métiers. Okay, alors que ce soit les appros, les ventes, le marketing, les RH, voire la R&D. Là, on atteint le niveau opérationnel et chacun va se voir assigner un indicateur de pilotage pour voir si, je dirais, sa quote-part de participation aux efforts de l'entreprise rentre en ligne
avec la fameuse trajectoire globale. Et enfin, les indicateurs de fonctionnement, on a tendance à complètement les négliger, c'est vrai, et pourtant ils sont importants. C'est tous ces indicateurs qui vont concerner le pilotage de l'organisation et la qualité en fait du management de ces processus. Alors, je vous ai donné quelques exemples, hein, simplement visuellement. Voilà, par exemple, des indicateurs de pilotage du domaine économique et financier. On ne va pas tous les décrire. Mais finalement, ce sont les plus simples à mesurer pour peu qu'on ait un système d'information quand même qui soit un petit peu musclé. Voilà, ces indicateurs, on parlait de DSO tout à l'heure, mais on peut imaginer la rotation des stocks, le comportement des fonds propres, de la trésorerie, bien entendu, du chiffre d'affaires. Des indicateurs de production, alors là, qui vont devenir spécifiques à chacune des activités, où là, on va mesurer un nombre de pannes de machines, par exemple, dans l'industrie, un taux de rebut, mais également des taux d'arrêt dû aux ruptures, des taux d'accident de travail, etc. Je ne vais pas tous vous les décrire. Finalement, tous les paramètres importants et qui impactent la qualité de la production. Des indicateurs d'organisation, le respect des livraisons, le nombre de réunions par service, ça peut faire sourire certains, mais il faut savoir que plus l'entreprise est importante, moi je sais que j'ai eu la chance de diriger une boîte de plusieurs milliers de personnes, plus finalement les coûts cachés sont importants, et ces coûts cachés pèsent énormément sur la rentabilité de l'entreprise, et parmi ces coûts cachés, ce qu'on appelle la réunionite aiguë et qui consomme une charge considérable en fait, et inutile pour beaucoup de collaborateurs. Le nombre de projets en cours, bon voilà, tout ce qui va concerner véritablement les processus internes de l'entreprise et de ces non-conformités éventuelles. Et puis des indicateurs extra-financiers. Alors les PME ne sont pas très contraintes encore, mais je vous rassure, ça vient dans les années qui viennent, contrairement aux boîtes de plus de 1000 salariés qui doivent, en plus de leur bilan annuel, fournir un bilan extra-financier qui a le même poids juridique qu'un bilan comptable et fiscal, et à travers lequel donc ils vont remplir et déclarer des résultats d'indicateurs environnementaux, leur bilan carbone, mais les actions de développement local, les mesures prises au niveau des RH en matière d'égalité hommes-femmes, leur démarche et les chartes qu'ils signent avec sur la loyauté des pratiques, les conditions de travail, l'échelle des salaires, etc. Alors, on arrive maintenant au tableau de bord. On a décrit des objectifs, des indicateurs pour les mesurer et surtout assurer qu'on reste bien sur la bonne trajectoire. Le tableau de bord, c'est ni plus ni moins que le réceptacle de tous ces indicateurs. C'est lui qui va centraliser ces indicateurs afin d'offrir aux acteurs de l'entreprise, voire à l'extérieur de l'entreprise, qui vont consulter ce tableau de bord, une vision cohérente de l'évolution d'une activité ou d'un service, voire de l'entreprise entière, et qui évidemment ne manquera pas d'être comparé aux objectifs qui auront été fixés. Alors, ce tableau de bord va permettre la prise de décision, c'est son intérêt, à tous les niveaux du pilotage, qu'ils soient opérationnels, qu'ils concernent le management intermédiaire ou le management stratégique. Il doit permettre également le suivi et l'exploitation rapide des données. D'où l'agilité. C'est bien en vue d'avoir un système de décision et de gestion agile qu'on monte des indicateurs et qu'on les réunit sur un tableau de bord. Sinon, encore une fois, plutôt faire autre chose. Tout ça n'a qu'un but, c'est d'anticiper au maximum sur ce qu'il pourrait se passer comme contrariété par rapport à ce qu'on avait imaginé, par rapport à notre trajectoire, et se donner les moyens de pouvoir anticiper ces actions pour, le jour où elles se produisent, être prêt à être réactif, à être agile. Alors, je voulais terminer par cette nouvelle approche qu'on déploie de plus en plus dans les entreprises, qui est le tableau de bord prospectif, qui est une notion qui est apparue à la fin des années 2000, qui nous vient de Harvard. C'est en fait des profs d'Harvard qui ont planché sur ce concept, qui est très intéressant parce que cette méthode, elle consiste à construire un tableau de bord selon 4 perspectives. D'abord, une perspective finance, c'est-à-dire avec des indicateurs qui vont être centrés sur la création de valeur. Ensuite, une perspective client. Il s'agit ici de mesurer en fait la satisfaction des clients
ainsi que leurs attentes, pour pouvoir anticiper les impacts que l'évolution de leurs attentes peuvent avoir sur notre offre ou nos produits. Un troisième axe qui est une perspective processus interne, j'en parlais, qui est essentielle et qui doit permettre, elle, de mesurer l'efficacité de la technostructure et des processus de production en particulier. Et enfin, un dernier axe, qui est une perspective d'apprentissage et de développement qui permet de mesurer l'implication du personnel, des collaborateurs et de leur rapport en fait dans l'entreprise. L'intérêt, c'est qu'évidemment, ces quatre axes constituant le tableau de bord prospectif rentrent en synergie en permanence. Alors cette méthode, elle permet de s'intéresser aux origines de la création de valeur, c'est ce que je vous ai dit, au travers des perspectives apprentissage et développement qui peuvent se décliner en capacité humaine, capacité organisationnelle, capacité informationnelle. Puis ensuite, l'autre couche qui sont les processus internes, où là, on va plutôt choisir des indicateurs concernant le management des processus, mais concernant également le management des processus clients, des processus d'innovation et des processus environnementaux et sociaux. Troisième couche, c'est la couche client, où là, nous allons organiser une batterie d'indicateurs sur les prix, la politique de prix, la qualité, bien sûr, le service, la disponibilité et la marque. Alors là, ce sont des indicateurs un petit peu plus sioux à maîtriser et qui sont essentiels pour certains, en tout cas, secteurs d'activité. Et puis enfin, évidemment, la batterie des indicateurs financiers qui vont, sans être complètement pléthoriques, qui vont surtout mesurer le rapport coût-efficacité. C'est ça qui va intéresser le financier, plus une croissance bestiale du chiffre d'affaires. Voilà, qui reste importante, mais c'est le rapport coût engagé sur efficacité obtenue qui va être mesuré dans ce concept, et évidemment, des indicateurs permettant de mesurer la croissance des revenus. Voilà. Et en fait, ce tableau de bord prospectif permet, comme je vous le disais, à tous les étages donc, de ces quatre axes de perspective, eh bien, de permettre aux indicateurs non pas d'être étanches les uns vis-à-vis des autres, mais de rentrer en corrélation. Donc, je ne vais pas détailler ce schéma, mais vous voyez qu'un indicateur de la perspective apprentissage rentre en lien direct avec certains indicateurs de la strate client, etc. Et donc, on va analyser ça couche par couche et faire une petite analyse pour savoir les impacts réciproques de chaque indicateur sur les autres. Et on en tire véritablement un suivi qui est beaucoup plus productif, beaucoup plus agile que la méthode de reporting habituelle. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, pour cette présentation. Un petit rappel sur donc, notre prochain rendez-vous, où là, on va attaquer véritablement les problématiques de financement. Donc, je vous les rappelle, vous les avez, quelle que soit la situation et la stratégie de l'entreprise, le financement devient un facteur critique, surtout aujourd'hui. Comment, à la sortie de cette crise, on a du mal à mesurer, dont les effets, en tout cas, ne peuvent pas être posés ni dans le temps ni dans l'espace encore, eh bien, comment se préparer, quels que soient les scénarios de sortie, à la meilleure posture de financement possible. Les contraintes, évidemment, la position, la frilosité ou les peurs et les angoisses des banques au moment où je vous parle, on fera un petit point là-dessus, et comment financer effectivement nos entreprises dans ce contexte-là.